Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus, conseiller économique d'Ociam. Bonjour Patrick. Bonjour David. Content de vous retrouver. Le MEDEF n'a pas basculé du côté du RN. Mise au point du président du MEDEF, Patrick Martin, il y a quelques heures. Pourquoi cette mise au point? Elle fait suite à un dîner qui a fait beaucoup jaser le 7 avril entre Marine Le Pen et un groupe de patrons du CAC 40, Bernard Arnault, Patrick Pouyanné, patron d'Accor, patron d'Engie, de Renault et d'autres. Le MEDEF qui se veut donc pragmatique vis-à-vis du RN. On se rappelle qu'à l'époque de Laurence Parisot, quand elle était patronne du MEDEF il y a plus de 10 ans, elle décrivait le FN comme une menace pour le pays. Est-ce que le patronat doit ou pas parler au RN? Est-ce que le patronat a raison ou tort d'assurer ses arrières? C'est de la réelle politique? Ce qui serait pas mal, c'est que le patronat explique au Rassemblement national que son programme économique est absurde, quoi. Si vous lisez... Alors, on n'a pas vraiment de programme aussi détaillé, par exemple, que ce que la France Insoumise a publié, hein. Mais enfin, on a un budget alternatif, on a des orientations de politique économique qui, en gros, le programme du RN, c'est anti-européen, retour à une souveraineté et à l'Europe des nations, et anti-immigrés, exclusion des immigrés de la protection sociale pendant pas mal d'années. Et ça, c'est absurde, parce qu'on a besoin pas de moins d'Europe, on a besoin de plus d'Europe. Si on veut que l'Europe joue un rôle en face des États-Unis et de la Chine, si l'Europe, c'est des petites nations éparpillées, ce rôle sera complètement minime. Et puis, on a besoin des immigrés. Et d'ailleurs, il y a une étude de l'INSEE qui est très intéressante, qui montre que les immigrés sont très qualifiés. Ils sont en moyenne beaucoup plus qualifiés que les Français. Pourquoi les Français pensent le contraire? Les Français pensent le contraire. Les Français ont, en réalité, ont à l'esprit la petite partie d'immigrés qui crée problème dans les banlieues, etc. Mais en réalité, il y a une immigration qui monte en gamme l'économie française. Et les immigrés sont plus créateurs nettement d'entreprises que les Français. Oui. C'est vrai? Oui. Et alors, on a quelques chiffres sur la France. On a aussi des chiffres similaires aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, il y a 14% d'immigrés dans la part de la population. Ces immigrés occupent 25% des jobs scientifiques et créent 50% des entreprises. Et donc partout dans le monde, l'immigration est une immigration essentiellement qualifiée et de gens très dynamiques, créateurs d'entreprises, innovants, etc. Donc on ne peut pas, compte tenu des perspectives démographiques, se passer de l'immigration. Donc j'espère que les patrons du CAC 40 et Patrick Martin expliquent qu'il faut que le RN change de vue sur l'immigration et sur l'Europe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y aura à conserver dans le programme économique du RN ou pas actuellement, eu égard à ce qu'on sait? Parce que Patrick Martin qui a reconnu ne pas tout comprendre à ce jour au programme économique du RN. Hein. Bon, d'abord, il n'y a pas un programme très détaillé. Il y a des éléments de programme, il y a un contre-budget, etc. Et qui est ce que je vous ai dit, et qui est, dans un autre versant, un soutien massif de la consommation, avec baisse de la TVA sur l'essence, baisse de la TVA sur l'essence et sur les produits alimentaires. Vous allez me dire non. Pourquoi dire non? D'autres pays européens l'ont fait. Parce que le problème, dans le monde... Quel pays européen? J'ai un trou noir. C'est l'Italie. Je ne sais plus quel pays a baissé la TVA, TVA sur l'essence. Mais oui, mais c'est absurde. Mais tous les pays européens devraient comprendre que les hommes politiques devraient lire le rapport Draghi, devraient comprendre que le problème de l'Europe, c'est l'insuffisance de l'investissement, et ce n'est pas le pouvoir d'achat. Personne ne se fera lire là-dessus. Hein. Oui, alors... Tous les programmes, le programme du RN, mais comme d'autres, le programme du RN, c'est une simulation du revenu par la baisse de la TVA, l'âge de la retraite entre 60 et 62 ans, et puis si vous regardez le programme de LFI, c'est encore pire. Donc tous les hommes politiques ont à l'esprit que ce qu'il faut pour être élu, c'est avoir un programme qui soutienne le pouvoir d'achat. Mais malheureusement... Qui est la priorité des Français. Oui, mais malheureusement, la priorité des Français devrait être de soutenir l'investissement. On sait qu'on sous-investit massivement. On sous-investit dans la transition énergétique, on sous-investit dans les industries nouvelles, dans la tech, etc. Draghi dit maintenant qu'il manque 1200 milliards d'euros chaque année d'investissement dans les énergies nouvelles, dans la tech, etc. à l'Europe. Et le problème, c'est pas de soutenir la consommation. Regardez une mesure absurde du gouvernement qui vient d'être décidée, c'est la libération d'une partie de l'épargne salariale. Ouais.
Ça veut dire Pourquoi pas? que C'est du pouvoir d'achat en plus. il ne faut pas faire de pouvoir d'achat en plus. Il faut épargner davantage et investir davantage. Et on pourra distribuer du pouvoir d'achat quand on aura de la croissance. Si on continue à sous-investir, on n'aura pas de croissance. Hein. Et donc, malheureusement, aucun homme politique ne comprend ça, quoi. L'arrivée au pouvoir du RN serait une ruine pour la France. Pascal Demurger dit ça, le patron de la Maïf. Il a signé une tribune dans Le Monde pour dénoncer ce rapprochement entre les grands patrons et les partis d'extrême droite. Danger ou pas, quand on regarde froidement le programme économique du RN? Mais à nouveau, oui, mais les autres programmes ne sont pas tellement mieux. Parce qu'à nouveau, on part du principe partout que le problème, c'est le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. Alors, il y a des recettes différentes. Donc, le RN baisse de la TVA, indexation de toutes les prestations sociales, mais la majorité présidentielle débloque l'épargne salariale, a indexé aussi complètement les retraites sur l'inflation. Et donc, aucun parti politique ne comprend que notre problème, c'est le problème de l'Europe, hein, c'est pas que la France, c'est le sous-investissement. Et en réalité, on est dans une économie à reconstruire. C'est une économie d'après-guerre, en réalité. C'est une économie à reconstruire. Après la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas consommé, on s'est serré la ceinture, on a investi. Et puis 10 ans après, on avait les moyens de consommer. Hein. Mais si on n'avait pas investi dans les années d'après-guerre, l'économie ne serait jamais repartie. Et donc, on fait la même erreur aujourd'hui. Autre sujet d'actualité, le pétrole toujours à 95 $ le baril, entre espoir d'apaisement au Moyen-Orient et blocage du détroit d'Ormuz. Il y a toujours très peu de trafic dans le détroit, là. Hein. Il n'y en a pas du tout. C'est à dose homéopathique. Hein. Mais alors, bon, on peut faire des simulations. Hein. Patrick Pouyanné dit quand même que dans quelques semaines, on sera en pénurie. On aura pénurie de kérosène. De kérosène, oui. quand même. Hein. Alors, le problème, c'est il y a deux choses. Hein. Pour l'instant, en Europe ou en France, il n'y a pas de pénurie, mais il y a une hausse des prix. Mais d'autres pays, en particulier en Asie, tous les pays d'Asie du Sud-Est, la Corée, le Japon, ont des pénuries. Hein, rationnent les carburants, le kérosène, etc. Et il manque 12 millions de barils par jour. Hein, c'est l'AIE qui vient de faire ce chiffre. Et donc, il faut que le monde consomme 12 millions de barils en moins. 12%, 12% de moins. Oui, 12%. Ça peut se faire en partie par les prix et en partie par un rationnement physique, c'est-à-dire vous faites la queue... Par les prix, parce que des gens consomment parce que ça coûte trop cher. Oui, mais si on ne faisait qu'un rationnement par les prix, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de rationnement physique, en particulier en Asie, qui dépend beaucoup plus du pétrole et du gaz du Moyen-Orient, les prix seraient beaucoup plus élevés. On serait autour de 150 $ le baril. Hein. Donc on n'a que 96 $ le baril ce matin et que 42 ou 43 € le mégawattheure sur le prix du gaz européen, parce qu'il y a d'autres pays qui rationnent la consommation. Hein. Alors, on peut faire des simulations. Aujourd'hui... Si cette guerre, ce blocus dure plus de 3 mois, nous commencerons à faire face à de seuls problèmes d'approvisionnement pour certains produits, comme le kérosène, ce qui obligera à rationner les avions, ou le diesel, nous dit Patrick Pouyanné. Et tous les plastiques. Il n'y a pas de naphta, etc. Donc on va passer à un monde où il y a un effet prix, et je détaillerai un tout petit peu l'effet prix, si ça dure, à un monde où il y aura des rationnements quantitatifs. En France, en Europe, on ne pourra pas prendre l'avion et on n'aura plus de plastique pour emballer les choses dans quelques semaines. C'est difficile à dire. Dans quelques semaines en France? Oui, en France. Ça sera quoi? Il n'y aura plus de plastique, il y aura beaucoup moins de plastique, donc vous aurez une pénurie d'emballage plastique. Quoi. Ça sera bon pour la planète, vous me direz. Oui, mais enfin, quand vous essaierez d'acheter des médicaments, ils n'y arriveront pas parce qu'il n'y aura pas l'emballage. Et puis, il y aura une pénurie de kérosène, donc il faudra réduire le nombre de vols. Quoi. Mais bon, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on a juste un effet prix, mais cet effet prix, ces effets sont très sous-estimés. Le prix, si vous pondérez le pétrole et le gaz par la part importée, ce prix pondéré a augmenté de 40% par rapport à l'avant-guerre au Moyen-Orient. Donc 40% de hausse des prix. La zone euro importait 4% de ce PIB en combustible. Donc ça coûte 40% de 4 points. 4 points de PIB, hein, ça coûte 1,6 de PIB à la zone euro. En France, c'est uniquement un peu plus de 2 points de PIB, les importations de combustible, parce qu'il y a le nucléaire. Ouais. Et donc en France, ça coûte 0,8. Ouais.
Si vous regardez ce qui s'est passé en 2022, ça met du temps à passer dans l'économie. Hein, mais au bout de 6 mois, en 2022, la croissance est passée de plus de 3% en rythme annuel à zéro. On a perdu plus de 3 points de croissance et le choc, c'était 100% de hausse des prix. Hein. Mais 40% de hausse des prix, ça va vous coûter, dans la zone euro, 1,5 point de PIB. Donc ça va coûter plus on va passer à zéro. On va passer d'une croissance de 1,2 à un moins un petit peu. Et en France, on va passer de 1 à très peu. Hein. Mais ça met plus... la hausse des prix qu'on observe aujourd'hui dure assez longtemps. Mais honnêtement, les institutions internationales, les prévisionnistes divers sous-estiment très fortement l'effet négatif sur l'activité et sur le revenu. Pour vous, le pétrole va rester à $95, quoi qu'il arrive, parce que, encore une fois, personne ne sait. Non, si on rouvre le détroit d'Ormuz, alors on venait d'un monde où il y avait trop de pétrole. L'AIE et l'OPEP, il y a 6 mois, disaient oui, à peu près 3 millions de barils de jour en trop de surproduction. Donc le prix va baisser entre 40 et $50 le baril. Alors aujourd'hui, il manque 12 millions, donc on est passé d'un excédent d'offres de 3 millions de barils de jour pour une demande à 100 millions de barils de jour. Un déficit d'offres de 9 millions. Hein, donc évidemment, le prix monte. Mais la tendance naturelle du pétrole, c'était la surproduction. Quoi. Et donc, on avait à l'esprit que le prix du pétrole allait baisser pendant cette année. Donc, évidemment, il faut rappeler ce contexte. Mais bon, le problème, c'est qu'on ne mesure pas exactement l'ampleur des destructions, et puis on ne mesure pas exactement la durée du blocage du détroit d'Ormuz. Quoi. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est ce genre de simulation en disant, si ça dure 1 an, l'Europe va passer... Imaginons, ça dure 1 an. L'Europe sera en croissance négative et la France en croissance à peine positive. Ça se verra à partir des chiffres de croissance. Et on sera rationné en France. Et il y aura des rationnements quantitatifs. Vous pourrez plus vous aurez moins de vols et vous aurez moins d'emballages plastiques. Et pour l'essence au quotidien ? Non, l'essence... Essence, diesel. Non, il n'y a pas... Enfin, le pétrole du Moyen-Orient est pas... C'est 13%, 13-14%. Oui, c'est 13% du pétrole européen. Donc, 50% du kérosène qui fait voler nos avions arrive des pays du Golfe. Et là, on se dit qu'effectivement, ça, c'est problématique. C'est le problème. Et puis le gaz, c'est 4 ou 5%. Donc le gaz naturel et le pétrole, donc les carburants, le chauffage, etc., les hausses de prix suffisent à équiper. Le problème, c'est c'est le kérosène et c'est les plastiques, à nouveau, les dérivés de la pétrochimie. Bon, il faudrait prendre des mesures politiques pour éviter cette pénurie, pour éviter justement ce rationnement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire Non, et alors le problème, il y a une question, c'est... il faut voir que les marchés du gaz et du pétrole sont très différents. Le marché du pétrole, c'est un marché mondial. Donc on ne peut pas... aux États-Unis, il y a plus de 5 millions de barils de jour d'exportation de pétrole. Donc on se dit qu'il y a une très grande abondance de pétrole. Il y a aussi des exportations massives de gaz naturel. Et donc le prix du pétrole américain, il s'ajuste au prix mondial, parce qu'il y a des arbitrages. Le prix du gaz, c'est différent, parce qu'il y a des marchés plus locaux. Hein, et donc le prix du gaz américain, il a à peine bougé. Quoi, hein. Alors d'ailleurs, ça crée un second problème pour l'Europe. Si vous êtes un chimiste européen, quand vous opérez aux États-Unis, vous payez votre gaz 10 dollars, ou 9 dollars, enfin 9 euros ou 10 dollars le mégawattheure, et quand vous opérez en Europe, vous le payez 45 euros le mégawattheure. Donc c'est 1 à 4, 1 à 5, l'écart de prix. C'était déjà le cas avant. C'était déjà, il y avait un gros écart. C'est le cas depuis 2022. Ouais. Avant, il y avait un alignement des prix parce que c'était le gaz russe. Quoi. Ouais. Quand vous voyez le niveau des bourses, le CAC 40 a eu 300 points, certains indices boursiers américains qui sont proches de leur plus haut, vous ne dites pas que les marchés, quand même, pricent mal les choses ? Alors, aux États-Unis, c'est différent, parce que les États-Unis sont exportateurs de pétrole et de gaz. Donc, quand vous avez du pétrole et du gaz cher mondialement, ça accroît le revenu des États-Unis. Ouais. Ça n'accroît pas nécessairement le PIB, parce que ça dépend de ce que vous faites de ce surcroît de revenus. Si ce revenu il tombe dans la poche de milliardaires qui l'épargnent, vous aurez une récession, enfin un ralentissement de la croissance aux États-Unis, parce que les consommateurs américains ont du mal à remplir leur réservoir d'essence. En Europe,
clairement, il y a un problème de revenus qui se traduit par un problème de perte de PIB. Hein. Et donc, est-ce que les marchés sous-estiment les risques? Oui, je crois que le marché obligataire, pas vraiment. Les taux obligataires ont pas mal monté, ont augmenté autour de 40-45 points de base en Europe. Le marché action, le marché action des États-Unis, il est plus haut que son niveau de. Donc pour vous, les marchés actions sous-estiment quoi? Le marché action ignore absolument le risque. Mais alors à nouveau. Alors le risque, quel risque? Le risque, alors c'est pas un risque. Enfin. Pour l'économie américaine, à nouveau, il n'y a pas de risque de revenus. L'économie américaine aura plus de revenus puisqu'elle vend au monde entier du pétrole et du gaz plus cher. Donc il y aura un supplément de revenus qui va essentiellement tomber dans la poche des entreprises du secteur énergétique. Et donc en moyenne, ce n'est pas tout à fait anormal que la bourse américaine se tient. En Europe, il y a moins de revenus. Et donc, il y aura un recul de la production, un recul des profits. C'est un choc d'offres négatif pour l'Europe. Et donc, que le CAC soit uniquement à 3% en dessous aujourd'hui de son plus haut de fin février, c'est tout à fait anormal. Et je pense que les vendeurs d'actions réfléchissent pas beaucoup, les acheteurs d'actions réfléchissent pas beaucoup, quoi. Et même si cette crise se dénouait très rapidement, il resterait à écluser le retard de livraison. Enfin, pendant plusieurs mois, le pétrole et le gaz resteront chers, quoi. Comment on appréhende quand on est investisseur, encore une fois, le conflit dans le Golfe avec l'Iran qui menace de bloquer maintenant la mer Rouge, qui ne borde pas en cas de maintien du blocus américain dans ses ports? Est-ce qu'on peut déjà imaginer un blocus en mer Rouge? Ça paraît inimaginable. Donald Trump qui nous promet à chaque fois la reprise des pourparlers avec l'Iran, nous rappelle que la guerre est très proche de sa fin. Mais les marchés semblent toujours y croire, et miser sur ce scénario. Oui, les marchés d'actions sont... Aux États-Unis, à nouveau, il n'y a pas de problème de génération de revenus. Les Américains ont plus de revenus parce qu'ils vendent du pétrole et du gaz. Dans les marchés d'actions, ouais. Mais le marché des actions, c'est un mélange. Aux États-Unis, il y a les actions des pétroliers qui vont très bien, puis les actions des produits de consommation qui vont pas bien parce que ce choc sur les prix des carburants. Un gallon de régular, comme on dit aux États-Unis, d'essence normale, est passé de 3,10 $ à 4,20 $. Donc c'est 35% de hausse du prix des carburants aux États-Unis. Donc ça va tirer sur la consommation et normalement c'est pas bon pour les boîtes du secteur de la consommation. Mais c'est compensé par la très bonne santé du secteur énergétique. Mais en Europe, à nouveau, le marché, c'est pas raisonnable d'avoir une valorisation des actions qui est à peu près la même que si on n'avait pas eu de guerre, quoi. C'est tout à fait inexplicable. Le FMI, on finit là-dessus, le FMI qui appelle les États à se préparer à des temps difficiles si le conflit se poursuit et que les prix du pétrole restent élevés. Ça reboucle avec ce qu'on a dit juste avant. Ça veut dire qu'il faut faire des prévisions budgétaires essentiellement sur 2027. Hein. Parce que si les prix du pétrole et du gaz restent élevés, ça ne touchera la croissance qu'en fin d'année. Il y a au moins 6 mois de décalage entre la croissance et l'effet sur la croissance des prix de l'énergie chère. Mais ça veut dire que l'année 2027 sera très très mauvaise si les prix du gaz et du pétrole restent élevés. Et donc au minimum, il faudrait faire un scénario alternatif d'équilibre, de simulation du déficit budgétaire, en particulier en France, avec un scénario de croissance. Ce n'est pas le cas du gouvernement qui a changé à 0,1 près sa prévision de croissance en 2026. À nouveau, 2026. Mais qui dit que sur 2029, le déficit public sera sous 3%. Oui, mais bon, ça, de toute façon, ça ne sera pas ce gouvernement qui en décidera. Mais le problème, c'est que, à nouveau, si on reste durablement avec du pétrole autour de 95 $ et du gaz autour de 45 €, 45 € le mégawattheure, il n'y aura à peu près pas de croissance l'année prochaine. Et donc ça veut dire qu'il y aura, on passera de 1,2 à 0, et il y aura au moins 6 dixièmes de points de PIB de déficit public en moins, quoi. Et donc, on retourne vers 6. On sera à 5, on devait être à
4,5, 4,4, etc., on sera à nouveau à 5. Quoi. Bon, ça fait juste 4 ans ou 5 ans qu'on est à 5. Oui, mais Ça peut durer longtemps. à nouveau, on touche un autre débat, c'est pourquoi les marchés financiers ne s'inquiètent pas plus des dettes publiques. Mais, Parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. oui, parce que c'est pas évident que les niveaux de dette publique sont insoutenables, parce qu'il y a aussi il y a de l'épargne. Et un autre problème, juste rapidement, c'est qu'il y a un problème spécifique aux États-Unis. C'est qui achète de la dette publique des États-Unis, qui achetait jusqu'à la fin de février de la dette publique des États-Unis. Le Japon, non? C'était 3 régions, c'était l'Europe, l'Asie, le Japon et les pays pétroliers du Golfe. Les pays pétroliers du Golfe sont tous en déficit public. L'Europe va manger ses excédents extérieurs parce qu'elle achète du pétrole et du gaz beaucoup plus cher. Le Japon, idem. Et donc, si les États-Unis gardent un déficit public extrêmement élevé, il va avoir un problème de financement. Et donc, un autre marché à regarder avec extrêmement prudence, c'est le marché des treasuries. Les bons du Trésor américain. De la dette des États-Unis. Allez, merci beaucoup. Entretien avec l'économiste Patrick Artus, conseiller économique de Siam, dans la grande interview sur Boursorama. Merci Patrick. Merci David.